Wesh les gens, c'est Revive. J'espère que vous avez passé un bon cycle de rentrée. En tout cas, on commence parfaitement ces vacances avec le tant attendu chapitre 101 de Jojo Lion. On enchaîne en ce moment, après la review de Tom qui, si certes n'est pas un format qui marche incroyablement bien, vous a beaucoup plu. Et de mon côté, j'aime toujours autant les faire, donc ça continuera encore quelques temps. Je l'avais d'ailleurs déjà montré à la fin de cette vidéo, mais voici la couverture du tome 24. Au début, je n'étais pas convaincu par les leaks, mais la version finale, avec les couleurs ajustées et l'agencement du titre, me fait particulièrement kiffer. Elle est bien sûr reprise de l'Ultra Jump précédent, et je préfère cette dernière, mais je la trouve tout de même superbe. Cela dit, je ne l'achèterai pas car c'est chiant d'avoir des doublons, je me suis déjà fait niquer avec le tome 23, j'attendrai l'apparition française. En parlant d'Ultra Jump, rien de spécial en termes de cover pour celui-là, sauf si vous aimez ce genre de dessin. Enfin bref, j'ai assez divagué, ce chapitre est donc encore et toujours une nouvelle partie d'Endless Calamity, en l'occurrence la 7ème. En termes de cover, on voit Yasuo avec un bras en moins et le message « Au cœur de la calamité, vole l'espoir ». J'aime beaucoup cette cover, et elle laisse donc penser à quelque chose du côté de Yasuo, enfin j'ai envie de dire. Allez sur ce, comme d'hab, on commence avec la partie résumée et puis la partie review. Et superbe nouvelle, les sommaires sont enfin dispo, donc c'est plus pratique. J'ai d'ailleurs mis à jour toutes les chroniques si vous voulez les remater avec ce nouveau système. Allez sur ce, il est temps de voir ce que Jojo Lion a à nous réserver après ce mois de pause. Yasuo a perdu son bras, et la famille Higashikata est brisée. Pendant ce temps, une personne veille dans l'ombre. C'est après cette phrase d'introduction aussi bien terrifiante qu'étonnante que l'on voit notre cher Toru, qui a mystérieusement troqué ses écouteurs filaires contre des AirPods, toujours en train d'observer la maison des Higashikata depuis la forêt dominante. Il va aller vers une ruche, se faire piquer par des frelons qui lui feront transformer sa peau en rocher, et en manger un parce que, pourquoi pas après tout. Transition Wonder of You, et on revoit notre cher Mamezuku dans un état plus que déplorable. Josuke n'en croit pas son œil, et Toru commence à se poser des questions quant aux étranges dires de Mamezuku lors du chapitre précédent. Des bulles que l'on ne voit pas, une capacité enfouie de Josuke. Il est pourtant piégé dans la calamité. Après l'instant de doute de Toru, l'on retrouve deux personnages que l'on demande depuis tant de temps, et que l'on n'a pas aperçus depuis le chapitre 98. J'ai nommé Joshu et Yasuo. Joshu, après avoir sauvé Yasuo, cette dernière qui s'en sort donc vivante mais avec un bras en moins, va fondre en larmes. Toute la famille pleure. Jobin est mort, ainsi que son père. Il va alors se frapper dans tous les sens, lui qui se sent impuissant et même coupable. Yasuo va l'arrêter, en lui disant que l'ennemi n'est pas loin, et que toutes ces mauvaises choses sont liées à un stand. Il faut à tout prix retrouver Josuke, ainsi que Mamezuku. Joshu rétorque qu'avec toutes ces attaques, il est peut-être déjà mort. Josuke est inutile, c'est lui et lui seul qui protégera Yasuo. En voyant le bras de cette dernière, Joshu va lui montrer le pot de l'Okakaka. 2 fruits sont déjà mûrs. Elle peut en manger un. Et ensuite, une fois que tous les fruits seront mûrs, la famille Higashikata pourrait peut-être même être sauvée. La malédiction de cette famille toucherait enfin à son terme. Yasuo n'est pour l'instant pas convaincu pour la manger. Et elle remarque encore une fois que quelqu'un les observe depuis les bois. Cette personne qui observe, justement, va continuer d'observer. Car oui, Toru considère qu'il n'est pas grave de laisser manger un fruit à Yasuo. Il pourra ainsi voir les effets de ce nouveau fruit et vérifier quelques éléments. Joshu et Yasuo vont débattre à propos de l'utilisation du fruit. Faut-il le manger? Joshu est au courant que l'échange équivalent se fera avec une autre personne. Et il compte bien sacrifier son bras pour rendre le sien à Yasuo. Et là, ça va partir en couille. Joshu va l'appeler Petite Fraise, dire que cela lui ferait même très plaisir, qu'ils ne feront plus qu'un, qu'ils veulent que cela soit doux, gluant, odorant, poisseux, bordel. Il va ensuite chercher une bonne position, selon lui, étant donné qu'il faut que leurs corps se collent l'un à l'autre. Mais alors qu'elle subit sa seconde agression venant de Joshu, Yasuo remarque encore une fois l'homme dans les bois, et cette fois-ci, très clairement. Yasuo, en étant quasiment certaine qu'il s'agit de Toru, va lâcher un croc déterminé dans le Lokakaka. Les jambes de nos deux tourtereaux vont s'entrechoquer, et le bras de Yasuo va repousser, tandis que celui de Joshu se réduira grandement. Joshu va perdre son bras incessamment sous peu, et Yasuo est en pleine possession de ses moyens. Elle regarde Toru dans les yeux, prête à lui faire face. C'est ainsi que se termine ce chapitre. Alors. C'était un chapitre un peu plus court que les autres que nous avons eu là, donc je m'excuse pour la partie résumée qui était également un peu plus courte. Bon, je vais revenir sur les événements dans l'ordre, comme d'habitude.
Commençons par le commencement. C'est une bien triste nouvelle, mais pas d'instance à Toru aujourd'hui. Car on n'a quasiment pas vu le bougre, mais on va parler un peu de Toru quand même. Bon déjà, il faut m'expliquer comment il a réussi à changer ses écouteurs filaires en AirPods, comme ça, dans la forêt. Peut-être un pouvoir des hommes rochers, qui sait. Cela dit, Orvan, je trouve qu'il a un peu moins de flow comme ça. J'aimais bien quand il écoutait Wonder of You avec ses écouteurs filaires. Enfin bon, c'est du détail, mais je tenais à le souligner car ça m'a bien fait marrer. Et intéressant, après avoir vu Satoru / Wonder of You avoir quelques doutes dans les précédents chapitres, c'est au tour de Toru. Alors oui, pour les nouveaux arrivants, je distingue encore Toru de Wonder of You, car il y a quelque chose de bizarre selon moi. Enfin, je vous invite à aller voir mes précédentes reviews pour en apprendre plus sur le hashtag c'est plus qu'un stand. Mais bref, oui, Toru a été bien intrigué par les dernières paroles de Mamezuku. Quel serait ce pouvoir caché de Josuke ? Notre homme rocher reste prudent. C'est toujours cool de voir ce personnage se poser des questions, lui qui paraît si intouchable et puissant depuis ses petits bois. Il y a quand même quelque chose que j'ai pas compris. C'est le délire du début avec la ruche. Bon déjà, on voit que les frelons, au contact, ont l'air de pouvoir modifier la peau des hommes rochers en pierre. C'est pas spécialement surprenant, mais ce que je n'ai pas compris, c'est... Mais pourquoi tu bouffes ce putain de frelon, Toru ? Est-ce que ça a un lien avec le fonctionnement de ton stand ? Est-ce que ça te rappelle ton enfance ? Ou es-tu simplement complètement malade ? Peut-être un mélange des trois, qui sait. Bon, en tout cas, j'ai trouvé le personnage assez sympa dans ce chapitre. Déjà de par ses doutes quant à Josuke, son envie de tester en quelque sorte le nouveau Lokakaka sur Yasuo, et surtout, ses regards qui sont tout bonnement incroyables dans ce chapitre. Allez, reste plus qu'un très bon développement, et il aura le potentiel d'être un bon antagoniste pour Jojo Lion. Je reviendrai un peu sur Toru quand je parlerai de Yasuo, mais pour l'heure, on fait un petit détour à l'hôpital. Et petit est un terme approprié, étant donné qu'on verra Mamezuku et Josuke pendant seulement 2 pages. Et ce, sans aucun événement réellement nouveau. Pas de suite donc pour ces deux-là malheureusement. Si ce n'est que l'on sait que Mamezuku a de très fortes chances d'être mort, étant donné l'état de son corps, troué de partout, yeux révulsés et sanguinolents à flot. On va donc devoir attendre encore un peu pour voir ce qu'il en est réellement de Mamezuku, de cette rotation, ainsi que de la fameuse capacité de Josuke. Allez, il est temps de parler du vrai événement principal de ce chapitre, et bordel, je n'ai qu'une chose à dire, merci. Enfin, il se passe quelque chose du côté de Yasuo. Elle était pas loin des 1 an passés en position de noyade. Mais surtout, Joshu. Juste Joshu. Dans ce chapitre, c'était littéralement 2 extrêmes. Le meilleur et le pire de ce que peut offrir ce personnage réuni. Mi-héroïque, mi-pathétique. Héroïque, car il a une volonté forte de sauver sa famille et Yasuo. Il se sent extrêmement coupable, mais il est prêt à tout donner pour se racheter, et essayer de sauver le plus de monde possible. Ça, c'est mon Joshu. Mais de l'autre côté, pathétique, parce que bordel, ce type doit calmer ses pulsions. Il est en train de nous faire une Shinji là, c'est pas possible. Il est passé directement des larmes et de la détermination à détraquer forçant avec Yasuo. Et c'est là où j'ai du mal à voir où Araki veut en venir. Mettre une phase d'humour pour dédramatiser tout ça alors qu'il n'en avait pas spécialement besoin selon moi ? Orienter Joshu vers une évolution par la suite en le faisant craquer mentalement à cause de tout ce qu'il a subi ? Ou alors, c'est simplement que cette position était réellement un impératif pour que la fusion marche, ce qui n'est pas totalement incohérent si l'on regarde à nouveau les chapitres de la fusion entre Josefumi et Kira. Mais dans ce cas, il faut avouer que le changement d'attitude soudain de Joshu reste préoccupant. En tout cas, je ne change pas d'avis sur Joshu. Je l'adore, mais putain qu'il est grave malgré lui. Il essaye de faire le bien, mais il tape à côté. Et c'est drôle bordel. Tout ça nous montre la profonde envie de justice de Joshu, qui à aucun moment n'est certain de ce qu'il fait, mais il essaye. Là où Joshu était aussi intéressant, c'est sur ce qu'il nous apprend. On a la confirmation, du moins selon Joshu, que Jobin est mort. Il a l'air d'en être de même pour son père, mais voilà, gardez tout de même des réserves là-dessus. On ne connaît toujours pas les propriétés exactes du nouveau Lokakaka. Il n'est donc pas impossible que cela permette de sauver les pères de la famille. Pour terminer avec Joshu, il y a justement un superbe parallèle avec son frère. Jobin est un homme qui, tout comme Joshu, possède une envie de sauver sa famille, mais il tape complètement à côté et fait d'énormes conneries. Bon, pour parler de Yasuo maintenant. J'ai trouvé son retour très réussi. Alors avant d'expliquer pourquoi, je n'ai pas très bien saisi comment Joshu l'a sortie exactement de la merde dans laquelle elle était. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Yasuo donc. Ce que j'ai énormément apprécié, c'est son développement par rapport à Toru. Au début, elle n'était vraiment pas déterminée à manger ce Lokakaka.
Mais dès l'instant où elle a compris qu'il s'agissait de Toru, elle n'a pas hésité à mordre dedans d'un coup rapide et déterminé. Probablement à la fois pour se sortir de l'étreinte de Joshu et le punir, et également punir Toru, qui s'est joué d'elle tout ce temps. Sortir de ce triangle amoureux dégueulasse pour retrouver Josuke seul et mettre fin aux horribles agissements de Toru. C'est vraiment pas mal comme évolution, bien joué Yasuo. En parlant de triangle amoureux, j'ai trouvé la situation de l'ex qui observe Yasuo faire des positions cheloues avec Joshu assez marrante. Il serait d'ailleurs temps d'enfin expliciter la relation qui unit Toru et Yasuo, et la raison de pourquoi ce mec est sorti avec elle. Enfin, je suis persuadé que ça fera partie du développement de Toru, on en reparlera. Et donc du coup, pour terminer la partie histoire de cette review, il faut bien sûr que j'évoque le Lokakaka, et la fusion qui a eu lieu à la fin. Je viens de dire ce que j'en pensais symboliquement, mais du coup concrètement, il fait quoi ce Lokakaka? Il permet donc de contourner la règle de l'échange équivalent, en échangeant des parties du corps de quelqu'un d'autre à la place. Ça, ok, on l'a vu avec Josefumi et Kira, mais donc, quelle autre propriété possède ce Lokakaka? Car oui, c'est pour cette propriété secrète que les hommes rochers veulent l'obtenir. Et bien en réalité, on n'a pas vraiment d'indice pour le moment, mais il est certain qu'on en saura plus incessamment sous peu. Enfin voilà, j'ai donc trouvé cette fusion nécessaire et bien amenée. Reste donc à savoir ce qu'il se passera à long terme pour Yasuo et Joshu. Avant de conclure, je vais revenir vite fait sur l'aspect graphique. Déjà, les traits sont bien ronds et agréables, comme d'hab. Je précise bien rond, car il est vrai qu'en sortant du tome 18 où je trouve les traits assez appuyés et carrés, voir cette harmonie fait du bien. À part ça, j'ai bien aimé la manière dont est dessiné le corps de Mamezuku. Mais ce que j'ai surtout retenu, et j'en ai déjà parlé, c'est bel et bien le regard de Toru. Entre le regard d'agacement, d'hésitation, d'observation appuyée et le regard de la dernière page, c'est selon moi la plus grande réussite graphique de ce chapitre. Il y a aussi d'autres trucs que j'ai kiffé graphiquement. Déjà, la planche de la détermination de Joshu, avec son regard solennel, on dirait presque Jonathan, j'ai adoré. Également, la gueule du nouveau Lokakaka, je le trouve vraiment très stylé. J'ai notamment bien aimé la planche où on le voit en entier sur un fond blanc avec également la tête de Yasuo. Seule chose à redire, mais c'est du détail, je trouve que dans ces bulles-là, Josuke a une tronche bizarre. Et en plus, c'est 2 fois copié-collé. Et dernière chose à dire sur l'aspect graphique, c'était un chapitre qui était un peu plus modeste, avec peu de double pages, mais c'est compréhensible étant donné que n'y a pas eu réellement de combat frénétique, etc. C'était des événements qui étaient posés très dans la discussion, etc. Donc je comprends qu'on n'ait pas eu de double page, sauf celle du début et de la fin, qui était quand même, ma foi, bien stylée. Mais voilà, Jojo Lion est encore et toujours une partie avec un style que j'affectionne tout particulièrement. Bon, il est temps de conclure. Dans cette review jusqu'à maintenant, j'ai été plutôt positif. Mais à la sortie du chapitre, dans la zone communauté et sur Twitter, j'ai annoncé être mitigé. Et pour le coup, je n'ai que très peu changé d'avis entre temps, je le suis toujours. Je m'explique. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Les 2 chapitres précédents étaient littéralement incroyables, et la pause du mois précédent a créé une attente grandissante. Cela dit, je trouve que ce chapitre n'a pas fait beaucoup parler de lui sur Twitter. Et cela s'explique pour plein de raisons. Déjà, le chapitre est parfaitement clair dans tout ce qu'il explique, ce qui n'était pas arrivé une seule fois depuis le début de Wonder of You. Donc forcément, les débats autour du stand et de son manieur ainsi que les théories, on n'en a pas vu. Ensuite, le chapitre est court, et les événements étaient plutôt prévisibles. Et oui, on est habitué depuis plus d'1 an à être mindfuck dans Jojo Lion. Tout le monde s'est habitué à théoriser dans tous les sens sur des événements assez fous. Là, on a donc eu un événement attendu depuis longtemps, sans aucune nouvelle de la rotation, qui a retourné le cerveau de tout le monde en août dernier. Et pour finir, je trouve le chapitre très court. Il aurait pu s'arrêter un peu plus loin à mon humble avis. Après 2 mois, tout ça m'a laissé un peu sur ma faim. Et donc oui, la communauté a été divisée en 2, entre ceux qui ont adoré et ceux qui, tout comme moi, sont restés sur leur faim. Ce que j'en pense donc personnellement, c'est que c'est un bon chapitre avec de bons développements de personnages. C'est un chapitre qui, en plein milieu d'un tome qu'on achèterait, passerait sans problème, vraiment, il est très cool ce chapitre. Mais voilà, il n'est pas incroyable, mais nécessaire pour faire avancer l'intrigue, qui pataugeait depuis maintenant trop longtemps. Car oui, il est vrai que malgré tout, Jojo Lion est relativement statique depuis quelques chapitres, entre Josuke qui est resté assis longtemps, et Yasuo en position noyade pendant autant de temps, j'avoue qu'on a eu des longueurs. Mais ce chapitre va permettre, en théorie, d'enfin débloquer tout ça, étant donné que les 2 côtés sont maintenant en état, et prêts à se battre. Pour résumer mon avis donc, on a eu un chapitre bien moins fou que les précédents et ne me donnant pas ce que je recherchais personnellement, mais qui, avec du recul, est plutôt bon et s'avère nécessaire pour l'intrigue. Tous les rouages sont placés. Il va maintenant pouvoir se passer des dingueries
dans les prochains chapitres, c'est sûr et certain. C'est peut-être même pour ça qu'Araki a décidé que ce chapitre n'allait pas durer trop longtemps, pour laisser les choses incroyables arriver par la suite, tout en s'arrêtant sur un événement qui était vraiment nécessaire. Je te pardonne donc, chapitre 101. Et j'attends un chapitre 102 qui saura admirablement rebondir sur ce chapitre pour proposer quelque chose d'énorme. Allez, sur ce, j'en ai fini. Et c'est ainsi que s'achève cette review du chapitre 101. J'ai très envie de voir vos retours sur ce chapitre. Est-ce que comme moi, vous êtes un peu déçus, ou au contraire, les événements de ce chapitre ont su sustenter votre envie de Jojo Lion? Dites-moi tout en commentaire, et n'hésitez pas, comme d'habitude, à également donner votre avis sur la review en elle-même. C'est toujours un travail assez dense pour sortir ces vidéos, étant donné que tout est condensé en 2-3 jours, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne, afin d'être au courant pour toutes les prochaines vidéos. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, et ça me fait extrêmement plaisir. Comme à chaque fin de vidéo, les pseudos des généreux donateurs s'affichent actuellement, un immense merci à eux. Si vous souhaitez vous aussi les rejoindre, vous pouvez me faire un don sur Utip ou vous abonner mensuellement à la chaîne pour recevoir diverses contreparties sympas, comme recevoir les chroniques en avance. En parlant de chroniques, j'en ai fini avec ce rush Jojo Lion du mois d'octobre qui fait du bien. Et je vais donc maintenant pouvoir pleinement m'atteler à la chronique jojoesque sur les Jobro. Je vous donnerai plus d'informations lors de ces vacances, mais je compte la sortir pour novembre. Je sais que je vous fais patienter, mais votre attente sera récompensée, croyez-moi. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Passez de bonnes vacances, et n'oubliez pas, Jojo, c'est la vie.